Parasha Mishpatim. Alors, on fait souvent ce petit exercice de regarder un petit peu la relation entre la Parasha Mishpatim et la, la Haftarah. Il y a plusieurs. Chokot Shamayim Vaaretz Lo Samti. Les lois des cieux et de la terre, je n'aurais pas mis en place. C'est quand même très, très puissant. C'est-à-dire, c'est quoi l'alliance d'Hachem? Taïri, la Torah. Donc, c'est ce qu'il dit, je reprends. Kohamar Hachem, ainsi il a parlé Hachem, Imlo, si ce n'était Briti, mon alliance, Yomam Valaina, qui est sous-entendu étudié jour et nuit, Chokot Shamaim Vaaretz, les lois des cieux et de la terre, Lo Samti, je n'aurais pas placé, je n'aurais pas fait. Donc le monde n'existerait pas sans Torah. Qu'est-ce que dans la Parasha Mishpatim on peut voir de tellement important pour que ce soit référencé avec la Haftarah dans laquelle il y a une phrase aussi phénoménale? Première question. Deuxième question. C'est marqué comme ça que lors de Matan Torah, le pasuk il a dit que les ziknés, les sages, les 70 sages, ils sont montés, ils ont vu, ils ont fait un sacrifice pour la gloire d'Hachem, et ils étaient heureux que leur sacrifice, ils ont vu que leur sacrifice a été agréé, et ils se sont réjouis, ils ont bu, ils ont mangé. Alors là, on dit, quoi, tu bois et tu manges devant la Shrina? C'est pas les Tunisiens encore à cette époque-là. D'accord? Ça ne se fait pas. Après, on s'est relâché un peu. Mais là, ça ne se fait pas. D'ailleurs, ils vont mourir à cause de ça. Pas tout de suite, plus tard. Mais par contre, ici, il y a Onkelos qui nous dit la chose suivante, qui nous dit, c'est le Targum Onkelos, celui qui a traduit la Torah. Targum Onkelos, il dit, ils ont vu la Shrina, et je vous dis juste la fin Vitkabelu Berahava, et ils ont été agréés, et ils ont vu la présence de vie, et ils étaient dans un état Keilu Achlin Veshatan, comme s'ils avaient mangé et bu. Pas qu'ils ont mangé et bu, mais comme s'ils avaient mangé et bu. Alors là, c'est étonnant. Si je dis que je traduis comme Rachid le traduit, comme le texte quand je le traduis, c'est-à-dire ils ont vraiment mangé, vraiment bu. Alors tu es devant un roi, tu installes ton pique-nique, c'est sûr que c'est un crime de lèse-majesté, comme on dit. Et là, ça ne va pas. Tu es d'accord? Ils ont mangé, ils ont bu. Mais si tu dis ils ont été heureux comme quand on a mangé et comme on a bu, alors où est-ce qu'il est le crime de lèse-majesté pour qu'il mérite finalement de mourir? La question est claire? Très bien. C'est la deuxième question. Troisième question. Dans la Gemara et Bamot, il y a une histoire, comment dirais-je, très étonnante et attachante. Il y avait un grand maître qui s'appelle Rav, le fameux maître de la Gemara qu'on appelle Rav.
il avait une femme un peu spéciale. C'est dans un chapitre là-bas, Yebamot 63a, pour ceux qui veulent voir, où on parle de une femme, comment une femme elle rend heureux ou malheureux. Et on dit, Rav, lui, il avait une femme qui faisait l'inverse de ce qu'il demandait. L'inverse de ce qu'il demandait. Mais bien, bien précis, c'est-à-dire qu'elle faisait pas, elle faisait vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'elle faisait, vous allez comprendre, par exemple, il voulait des lentilles, il disait j'ai plein de lentilles, elle lui amenait des petits pois. Elle lui dit ben non, c'est ce que tu voulais. Ben. Mais non, non, les lentilles, c'est vrai que c'est rond et vert, les petits pois, c'est rond et vert, ça n'a rien à voir, c'est pas le même goût, c'est pas le même truc. Donc en fait, elle ne faisait jamais. Alors, un jour, un jour, il demande des petits pois. Sa femme lui amène des petits pois. Il est étonné. Il dit à son fils, dis à maman qu'elle m'amène le lendemain, dis à maman qu'elle m'amène des lentilles. Et son fils, il arrive avec les lentilles. Il dit, mais eh ben, ta mère, elle s'est améliorée, c'est bien. Et le fils, il dit, non, pas du tout. C'est moi qui lui demande, quand tu me demandes, dis à maman de t'amener des petits pois, je dis à maman, papa, il veut des lentilles. Laissez-moi ce peine. Écoutez bien, c'est très fin. Qu'est-ce qu'il dit, Raph? Il dit, on apprend de celui de qui on vient, de qui il vient. Tu apprends de celui de qui il vient. C'est-à-dire qu'on apprend de ses enfants. Rav, il valide que ce qui est bien ce qu'il a fait, Chia, c'était Rabbi Chia, le fils de Rav. Donc il valide. Non, non, non. Donc c'est bien ce qu'il a fait, quoi, finalement. Les commentateurs, ils se disent, mais je ne comprends pas, c'est un mensonge. Alors là-bas, hein, les commentateurs disent, non, il a le droit de mentir pour Shalom Bayit. Shalom Bayit, tu peux. Ça peut dégénérer, bien que Rav, il avait l'air de s'en accommoder, quoi. C'est pas si dramatique. Mais en tout cas, Rav Chaim Kanievski, sur ça, il demande. Rav Chaim Kanievski demande. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que Rav, il n'a pas fait lui-même? Il a pu faire lui-même, c'est pas si compliqué. Ta femme, elle fait le contraire de ce que tu demandes, bah, elle demande le contraire de ce que tu veux. Zéro. Et si tu me dis que c'est parce que c'est pas bien, si tu me dis que c'est parce que c'est pas bien, eh bien non, ne me dis pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son fils, on apprend de celui de qui il vient. C'est-à-dire que j'apprends de mon fils. Ça veut dire j'apprends. Donc c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce que tu as fait, mon fils. Donc je ne comprends pas. Vous comprenez la question? Dire que Rav, il ne l'a pas fait. Alors on se dit peut-être que c'est pas super. Parce que dans le passage qui est marqué, Midvar Sheker Notichak. Tichak, pardon, au contraire, Tichak. Midvar Sheker, d'une parole mensongère, Tichak, éloigne-toi. Il dit pas ne dis pas, on dit, dès que tu sens, ça sent pas bon, hop, tu t'en vas de la discussion. Donc ça c'est la troisième question. D'accord? Je rappelle la troisième question. Rav, il avait une femme qui faisait le contraire de ce qu'elle voulait. Finalement, un jour, elle a fait ce qu'il voulait. Il a dit à son fils Chia, qui pour nous est la Chia, d'accord? Pour les Marocains, pas que les Tunisiens, d'accord? Rabbi Chia, c'était le fils de Rav. Il a dit non, papa, c'est moi qui change.
Quand tu me demandes quelque chose, je demande à maman le contraire. Et puis, ah, il dit, c'est bien, t'as bien fait, mon fils. Je peux apprendre de toi. Alors, donc, c'est bien ce qu'il a fait. Alors, pour le Shalom Bayit, par exemple, etc. Donc, alors pourquoi tu ne l'as pas fait toi, hein? Pourquoi tu ne l'as pas fait toi? Très bien. Quatrième question. Il y a marqué que quand quelqu'un, le voleur, il vole du menu bétail, d'accord? Il vole un agneau. Alors, si jamais il a vendu l'agneau ou il a fait la shrita, il va payer 4 fois. S'il a attrapé, il va payer 4 fois. 4 fois la valeur de l'agneau. D'accord? Si jamais c'est une grosse bête, c'est un taureau, il payera 5 fois. Voilà, demande, le taureau demande partout. Pourquoi il y a une différence? Il dit non, parce que normalement, il doit payer 5 fois. Mais comme l'agneau, il s'est humilié, le voleur en prenant l'agneau sur ses épaules, parce qu'un taureau, je ne peux pas le prendre sur mes épaules, je vais au bluff. Donc je le prends. Si tu me dis, hey, c'est mon taureau, ah ben, j'ai confondu avec le mien, excuse-moi. J'y vais au bluff. Je risque rien. Ça passe, ça passe. Si tu me découvres, je dis, ah ben, désolé, hein. Mais l'agneau, non. Tu ne peux pas aller au bluff. On ne se promène pas avec un agneau comme ça, c'est trop petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur les épaules et on se cache et on avance. Et donc, la Torah, elle a pitié d'un homme comme ça, qui s'est humilié et lui enlève une fois. Avec le plein, il pose la question. Je ne comprends pas pourquoi on a pitié de lui. Voilà. Lui-même, il craint pas Hachem. Et il n'a même pas pitié de son propre kavod. Il s'en fout de son kavod, parce que il est là pour ça. Je ne comprends pas. C'est bon, les questions sont claires? Je reprends toutes les questions. Dans l'Aftara, il y a marqué, il y a un passage extraordinaire que Hachem dit, si ce n'était pas pour la Torah, Briti Yoma Valaila, d'accord? Si ce n'était pas pour mon alliance, nuit et jour, Krukot Shamayim Vaaretz Lo Samti. Je n'aurais pas créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que si jamais on est dans une situation où on n'a pas de Torah, une fraction de seconde dans le monde où il n'y a pas de Torah, ça explose. C'est ça qui allait hémisphère sud et hémisphère nord, avec les décalages horaires, il y a toujours quelqu'un qui étudie, ou en Australie, ou aux États-Unis, ou en Israël, ou en France. Toujours quelqu'un qui étudie, n'importe quelle langue. S'il n'y avait pas, ça explose. C'est ce qu'il dit là. Donc, phrase exceptionnelle. En quoi il est lié avec l'Ishpatim? Première question. Deuxième question, il y a marqué qu'ils ont mangé et ils ont bu les 70 ékénim. Ils étaient heureux que leur sacrifice soit agréé. Là-bas, on dit que c'est une faute qu'ils ont fait. On ne les a pas tués sur le champ pour ne pas gâcher, mais ils sont morts plus tard. Ça, c'est Rachid. Et Rachid ramène Onkelos qui dit ils étaient heureux comme s'ils avaient bu et mangé. Mais à ce moment-là, en quoi ils méritent la mort? Puisque c'est comme s'ils avaient bu et mangé. Ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Si tu bois et tu manges devant un roi, c'est ce que tu fais, c'est honteux. Sur ton pique-nique, comme ça. Mais si c'était heureux comme si, alors il n'y a pas de faute. Donc c'est quoi le problème ici, d'après Onkelos? Troisième question, Rav, Rav, il a, sa femme faisait pas sa volonté, le fils, il a changé les ordres du père en demandant l'inverse, et donc ça marchait bien. Le père, il lui a dit, ah, maman, elle s'améliore, et le fils, il a dit, non, papa, c'est moi qui ai demandé différemment. Il dit, bon, bah, t'as bien fait, mon fils. Il dit, on apprend de celui dont on vient. Voilà, celui d'où il vient. On apprend de son fils. Donc il valide. Il ne dit pas, bah, tu n'aurais pas dû, truc. Et en même temps, on se pose la question, alors pourquoi tu ne l'as pas fait toi, Rav? Fais-le toi-même. Tout ce temps-là pour changer. Quatrième question, le voleur qui vole
menu bétail, une petite bête, c'est-à-dire un veau, un agneau, d'accord? Puisqu'il l'a porté sur les épaules, il ne payera pas si on l'attrape 5 fois la valeur, il ne payera que 4 fois la valeur parce qu'on compense son Humiliation. humiliation. Rabbi Yoprian lui dit, mais quelle humiliation, bébé. Quelle humiliation! Il est pas, c'est un voleur, il n'a pas honte de lui-même, il n'a pas honte d'Hachem, il n'a pas honte de. Il n'y a pas d'humiliation là. On lui enlève. C'est bon? Très bien. Alors on va répondre d'abord à la deuxième, troisième, quatrième question. Et après on va expliquer pourquoi cette paracha est liée avec l'essence même de la Torah. La première question, c'est que le pasuk a dit ils mangèrent et ils burent. Ils ont bu, ils ont mangé, pardon. Ils ont mangé devant Hachem, ils ont bu. Rachid, lui, il dit, ils ont mangé. Ça, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Maintenant, Onkelos, il dit, comme s'ils avaient mangé. C'est quoi le principe de manger et bu? Comme quand il a mangé. La... Demain, c'est Shabbat. Et Shabbat midi, chacun il va faire le tchoulent. Ashkenaz, Praïla, Daf. Chacun il a son plat chaud comme ça. Il a un point commun qu'il est chaud et puis il est relativement soporifique, n'est-ce pas? Et donc ça finit rapidement par une sieste à tel point que le Rambam il dit que quand tu vas faire la sieste, il faut que tu fasses au moins Arba Amot. Il faut au moins marcher, il ne faut pas t'endormir comme ça sur le siège. Parce qu'en plus, à l'époque, ils avaient plutôt des divans, donc c'était vraiment le kiff total, quoi. Donc, faut que tu t'aies, que tu fasses au moins 2 mètres. D'accord? Tu ouvres ta ceinture pour pas avoir les intestins qui pas bon, parce que le ventre, il a forcément gonflé. Et tu ouvres, c'est des détails de halakha. Tu ouvres la ceinture et tu fais 2 mètres, et après, tu peux t'en manger. Donc, il y a à peu près 99,99% des Juifs qui vont faire ça Shabbat, midi, enfin midi, 14 heures, chacun ses horaires. Qu'est-ce qu'on est? À ce moment-là, on est ce qu'on appelle rassasié. Rassasié. Quand on est rassasié, alors on ne veut plus. Si vous m'avez reçu comme un roi, je ne peux plus. 2 entrées, 3 entrées, 2 plats, 10 desserts, ça y est, où jusqu'où? Tu veux plus. Eh bien, c'est ça qui veut dire Onkelos. Même si c'était Keilou, comme s'ils ont mangé, ils ont bu, ça voulait dire qu'ils se sont sentis rassasiés. Ils se sont sentis que quoi? Que, ça y est, on a fait le job, on a fait le sacrifice. N'oublions pas qu'avant, on a dit au début, ils ont fait un sacrifice qui a été validé. Et donc, ils étaient heureux de ça. Et Onkelos, il dit, ils étaient heureux et ils se sont sentis rassasiés. Ah, tu te sens rassasié, c'est-à-dire que tu es arrivé. Tu as la bonne barbe comme ça y est, t'es Shomer Shabbat, ça y est, t'es ceci, t'es cela. Chacun suivant son niveau, suivant son parcours. Il n'y a pas. On n'est jamais rassasié. C'est ça qui dit Onkelos. Mais il faut toujours progresser. Toujours progresser de façon intelligente, de façon pondérée même. Doucement, des fois, il faut stagner un petit peu pour consolider des choses. Ils vont trop vite, après, ils retombent. Pas, il faut se faire accompagner, conseiller. Mais en tout cas, jamais rassasié. Ah, t'es rassasié, tu veux t'arrêter, alors on va t'arrêter. C'est la première chose. C'est-à-dire quoi, hein? Il y a toujours une évolution. Toujours, tu dois évoluer. Toujours, tu dois avoir le schlav au-dessus, l'étape au-dessus, l'étape suivante. Jamais se dire, ça y est, je suis arrivé.
Faire très attention à ça. Dire comment je peux progresser, comment je peux manger mieux caché, comment je peux faire attention à ce que je regarde, à ce que je vois dans la rue, comment je peux mettre un peu plus de temps, gentiment. Tous les niveaux, que je parle pour moi. Hein. Il n'y a pas de. Si tu penses que ça y est, moi je suis bien là, c'est tranquille. Alors, c'est dangereux. Parce que c'est-à-dire, tu as fait ton job. Bon, bah, ok, ferme la porte. Parce que tu as fait ton job. L'eau, elle est là. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose, c'est l'évolution. Toujours évoluer. Toujours se dire d'évoluer. Regardez dans la ça, les gens, ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent évoluer. Mais ça y est, tu peux. Tu as ta maison, tu as une maison en Israël, tu as une maison, je sais pas, je n'en dis pas. D'accord? Et puis, voilà, tu as de l'argent de côté, tu as des petits biens à droite à gauche. Bon, arrête-toi. Doucement. Ralentir, en tout cas, parce qu'il ne faut pas s'ennuyer non plus dans la vie. Mais viens un petit peu plus au Beth Midrash, t'as goûté un petit peu de la Torah, alors viens 1 heure le matin, puis après 2 heures, puis après. Doucement, doucement. Tu vois qu'ils ne s'arrêtent pas. Eh ben, dans la Torah, c'est pareil. Dans l'évolution vers Hachem, c'est pareil. On ne s'arrête pas. Si, déjà dans le matériel qui croit, finalement, que je connais quelqu'un, un monsieur, qui jeune court, il n'est pas très jeune. Il me dit, vous savez, c'est long. Finalement, quand je réfléchis, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai jamais manqué de rien. Il a un bon patrimoine, je sais pas, je suis pas DSL, je suis pas inspecteur, mais il a l'air d'être très bien. Et puis il a dit, et puis finalement, regardez, moi j'arrive à la fin de ma vie, et j'ai pas vraiment profité de mes biens, et là je suis en train de me casser la tête avec mes enfants, et lui il me dit non mais c'est pas ça que je veux papa, c'est ça que je veux, et ça que je veux, et truc. Les petits enfants qui se mêlent aussi, parce que lui il a déjà 80, presque 10 ans, et donc finalement, alors j'ai rien dit, parce que tu dis rien, toi, monsieur de cet âge-là. Pas lui dire, voilà, mais ça, fallait profiter avant. Fallait profiter que tu as les moyens pour faire du spirituel, pour faire autre chose, avec une proportion. Quelqu'un qui s'arrête de bosser d'un seul coup, et d'un coup, et tu es bien dans un Beth Midrash, et tu es toi, il va jamais, être attrapé. Il sera désœuvré, désorienté, c'est même dangereux pour lui, il ne faut pas faire ça. Et petit à petit, il y a des âmes. Ça, c'est l'évolution, ça s'appelle. L'évolution. Ça, c'est la première question. Première question, évolution. On doit toujours évoluer. Deuxième chose. Raph, qu'est-ce qui se passe avec Raph? Alors, Raph, tu dis à ton fils, bravo mon fils, c'est bien, tu as bien joué, tu as dit à maman le contraire de ce que je disais, parce que tu sais que le contraire de ce que je disais, c'est ce qu'elle allait me donner, ce que je voulais, puisqu'elle me donne le contraire de ce que je dis. Donc, tu as dit le contraire de ce que je t'ai dit, donc j'ai récupéré ce que je voulais. Bravo, c'est bien, j'apprends de toi. Et on m'a dit, pourquoi Raph, tu ne le fais pas tout seul? Et là, c'est exceptionnel. Raph, il ne le fait pas tout seul, parce que c'est pas que c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien. C'est que Raph, il a même pas pensé à ça. Ah oui, c'est simple pourtant, Raph, c'est une montagne. Puisque c'est pas la vérité. Je veux des lentilles, je veux des lentilles, je veux pas des petits pois. Et bien lui, ça ne rentre même pas, quoi. Je peux pas, je peux pas. C'est-à-dire qu'il s'est pas dit, je vais lui dire que ah non, ça se fait pas. Non, puisque la preuve, c'est quand son fils le fait, il dit bravo mon fils. C'est pas qu'il dit que c'est pas bien, mais il dit là, il y a un grain sur 100 000, donc, mais qui est pas quelque part ce que je veux, quoi. Moi, j'ai une chose dans la tête, je dis la même chose dans la bouche. Dire, c'est, il n'a même pas pensé à ça. Ça, c'est comme ça qu'il faut être dans le sens de la vérité. Et que la vérité, elle est absolue. La vérité, elle est absolue. Alors nous, c'est vrai qu'on a le droit de. C'est vrai, il y a des règles.
on a le droit de mentir pour le Shalom Bayit. Le Bayit, on a le droit de mentir. Quelqu'un, il arrive, il a oublié les fleurs, et sa femme, elle va vraiment se vexer. Il aurait le droit de dire, s'il pense que ça va lui faire mal à la femme, et que ça va faire un vrai problème de Shalom Bayit, il a le droit de lui dire, le magasin est fermé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est les vacances. Il a le droit de me dire. D'accord, pour Shalom Bayit. Pour Shalom Bayit, hein, pas pour d'autres choses. C'est... Donc ici, quand tu travailles la vérité, eh bien, tu n'as même pas la place pour faire quelque chose qui dépasse d'un millimètre. Dépasse d'un millimètre. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le deuxième point. C'est que faut être toujours dans la vérité dans le Hémet. Le Hémet, ça s'écrit Aleph, même Tav. Le Aleph, c'est comme ça, le Aleph. Alors, en Ktav Ashuri, vous voyez comment c'est en Ktav Ashuri, c'est comme ça et comme ça, quoi. Vous voyez? En Ktav Ashuri, c'est l'écriture comme ça. Pour ceux qui voient le Aleph ici, si vous voyez le Shemot, il n'y en a pas ici. Le Aleph, voilà le Aleph, vous voyez, il est sur deux pieds. Il est très stable. Le même pareil, il est sur deux pieds. Et le Tav pareil, puisque le Tav, il est sur deux pieds. Donc chacun deux pieds. Et Aleph, même Tav. Le Sheker, tout est rond. Le Shin, tu pousses. Le Kouf, ben, tu as une barre qui tient sur rien et tu as un Resh qui est comme ça. D'accord? Le Resh, ben, il est sur un pied. Et après, c'est aussi un Resh, Sheker. Donc ça ne tient pas. Si tu tapes, ça en va. Et Emet, tu tapes, il ne bouge pas. Toutes les lettres, elles sont sur deux pieds. Le Emet, ça ne bouge pas. C'est ça que nous, on est là. Donc on est allé avec la Torah elle n'a pas bougé d'un millimètre. C'est la même Torah qu'on fait depuis à peu près des 5780. Nation 2448, moins 5785, je vous laisse calculer, ça fait à peu près 3300, 3337 ans. Voilà, depuis 3337 ans, elle n'a pas bougé. On fait toujours le CDR comme on fait, les petites variantes, il y en a qui se mettent par terre, il y en a qui sont plus éduqués, ils restent sur leur chaise, tout le monde. Mais tout le monde fait le CDR, tout le monde mange la matzah, tout le monde mange la coudée, etc., etc. Donc ça, c'est... Pourquoi? Parce que c'est la vérité. La vérité, elle tient. Et Rav, lui, il pouvait pas. Même pas une petite once de mensonge, il pouvait. Même une once, bien que c'est vrai, que lui, il pouvait. Lui, il pouvait. Mais c'était même pas venu à son idée. Et quand son fils a eu l'idée, il dit, ouais, t'as raison. Ben oui, puisque Shalom Bayit. Ah, ben j'ai appris de toi, tiens. Mais lui, impossible. Impossible pour Rav de penser. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Rav Eliyahu Lopian. Il dit la chose suivante. La Torah, elle n'aurait pas dû avoir pitié de cet homme-là. Il est d'accord? De cet homme-là. Cet homme-là qui est le voleur. Il a volé un agneau. Et donc, il l'a sur la tête. Et on dit, le pauvre, c'est vexant, c'est humiliant. Donc, on lui enlève une fois. Il ne payera que 4 fois la valeur de la bête et pas 5 fois, comme si il avait volé un taureau ou bleu. Mais je ne comprends pas, nous dit Rabbi Lopian. Cet homme-là, il n'a pas eu honte de lui-même pour se cacher comme ça. Puis il n'a pas le respect de lui-même. Donc, je ne vois pas pourquoi on lui enlèverait. Alors, pour ça, hein, on va ramener une Gemara dans Shabbat. Et là, ça vaut le coup que je vous lise un petit peu dans les mots. La Gemara dans Shabbat, elle dit la chose suivante.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, écoutez bien. C'est avec dans Shabbat Pétet à Aleph. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Besha she'ala Moshe le marom. Quand Moshe il est monté dans le ciel, Matzao le Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Hachem, Shaya kosher kitrin leotiotav. Il nouait des, Hachem, il nouait des couronnes sur les lettres. Dans le ciel là-bas, là-haut, il y a beaucoup de couronnes. Dans le ciel là-haut, il y a beaucoup de couronnes. Tout est couronné. C'est un palais. Et notamment, il y a, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'elle est très très belle, il y a un ange qui s'appelle Sandalphon. Phon, en grec, ça veut dire ange. Et Sandal, en grec, ça veut dire sandal. Je parle pas couramment le grec. D'accord. Et donc, ça veut dire c'est un ange qui touche le parterre. D'accord. Et il est très très haut là-haut. Il monte très très haut. Il est immense, il est géant. Et il y a marqué là-bas que qu'est-ce qu'il fait? Il tresse des couronnes sur la couronne d'Hachem. Bon, il dit, c'est pas possible, il peut être plus haut qu'Hachem. Ça n'a pas de sens. Deuxième chose, il est marqué Baruch Hachem Imkomo. Hachem, il est source de bénédiction à son endroit. Et donc quoi? Son endroit, c'est l'endroit. Il n'y a que lui qui connaît l'endroit. Il n'y a que lui qui connaît. Donc, puisqu'il n'y a que lui qui connaît, il n'y a que Hachem qui connaît. Donc, comment il le fait? Alors, il dit non, non, non. Il dit le nom d'une. Il dit le nom de la couronne. Il dit juste le nom de la couronne. Et ensuite, cette couronne, elle va d'elle-même sur la tête du Ribono Shel Olam. D'elle-même. Et Tosfot sur place, c'est dans Chagiga, Yud Gimel Amud Bet. Tosfot sur place dit que ces couronnes, elles viennent de quoi? De la Tfila des Tzadikim. La Tfila des Tzadikim, quand un Tzadik y prie, eh bien, il fait une couronne. Et cette couronne, ça vient devant Sandalphon. Et Sandalphon, il dit le nom de la couronne, et cette couronne, elle va sur la tête du Ribono Shel Olam. Donc, c'est des systèmes de couronne là-bas. Et donc, quand Moshe y monte, je reprends la Gemara ici, je ferme la parenthèse, il dit, il a vu Akadosh Baruch Hu qui, donc, cochère, qui tressait des couronnes sur les lettres de la Torah. Parce que chaque lettre, elle mérite une couronne. Parce qu'on a dit que la Torah, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien. Alors, Moshe, il arrive comme ça en silence et il regarde. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoutez bien. Amarlo, Hachem dit à Moshe, Moshe, en shalom be'erecha. On ne dit pas bonjour dans ta ville. On se croirait à Paris 16e ou même à Bondy. Quoi. Dis-moi, tu ne dis pas bonjour. D'accord. On ne dit pas bonjour dans ta ville. Comme ça, c'est marqué. Parce que Moshe, Amar Lefanav, il a dit devant Ribono Shel Olam, Klum yeshevet shenoten shalom lirabo. Est-ce qu'un évêque, est-ce qu'un serviteur, un esclave, quelqu'un qui vaut zéro, il peut dire bonjour au roi, il attend que ça se passe, quoi. Je ne vais pas dire bonjour, je ne vais pas te déranger, je sais pas. Regardez ce qu'il dit, répond Hachem, c'est incroyable. Amarle, Aya lecha leozrin. Tu aurais dû m'aider. Amar, Amar, il lui a dit, Aya lecha leozrini. Tu aurais dû m'aider. C'est Hachem qui dit à Moshe, tu aurais dû m'aider, c'est-à-dire, quand tu m'as donné, quand tu me dis le bonjour, tu m'aides. On ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas? Quand on cherche à comprendre, on va voir Rashi. Et on regarde Léos Réni.
Et là-bas, il dit, Léozreni, Lomar, t'aurais dû dire, Tatsliar bemelartecha. T'aurais dû me souhaiter, Tatsliar bemelartecha. Moshe, t'aurais dû me dire, donc c'est Hachem qui parle, t'aurais dû me dire, réussis dans ton, dans ton, euh, dans ton travail. Réussis dans ton travail. Tu me vois, tu vas dire bonjour Hachem, et ça, c'est tu m'aides tu m'encourages à réussir dans mon travail. Tous les commentateurs, ils se disent, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a voulu, le maître du monde, etc. Vous comprenez que c'est quand même saisissant. C'est une Gemara et un Rashi. On n'est pas dans la Kabbalah, d'accord? C'est une Gemara et un Rashi. Hachem, il a besoin d'aide? Pas d'aide que non, mais c'est quoi qui se passe? Pour comprendre quelque chose, on va raconter une histoire. Il y avait en Angleterre, il y a toujours sans doute, un collègue comme ça, il y avait un avrer riche. Ça arrive. Il était dans une fortune paternelle ou un truc comme ça. Il était riche. Pas milliardaire, mais on voyait que c'était fait repérer par des voyous. Des voyous, des cockneys, London. D'accord. Et ces voyous, ils l'ont attendu à la sortie. C'était un avrer très sérieux. Il priait au nef le matin très tôt et il sortait très tard. Donc il va à sa voiture et là, il y a trois bonhommes, dont un avec un couteau comme ça, qui arrive, qui dit, allez, tu nous donnes tout ce que tu as. Et il se démonte pas, l'avrer, et il regarde le chef qui a le couteau, et il lui dit, dis-moi, pourquoi tu veux de l'argent? Qu'est-ce que tu vas te servir d'argent? Il dit, moi, c'est pour boire. Il dit, bah écoute, tu sais, il sort son portefeuille et il prend 20 pounds, ce qui est une somme pour boire. Il lui donne 20 pounds, comme ça, il dit, tiens, prends-les, je te les donne. Pourquoi tu veux me les voler? Je te les donne. Je te les donne parce que je vois que tu as une bonne tête, que tu es quelqu'un de confiance, quelqu'un d'honnête. Tu me dis que tu veux voir, je te crois que tu veux voir, il n'y a pas de raison, voilà, offre-toi à voir. T'as l'air d'un brave bonhomme, quelqu'un de gentil et honnête. Lui, il se retrouve avec dans la main le couteau dans les 20 pounds, et puis de façon surprenante, il range son couteau, et il dit à ses copains, allez, venez, on va voir. Le problème, c'est que le lendemain matin, donc il va au net, puis à la sortie du net, il y a le bonhomme, le chef, mais tout seul. Et puis il est comme ça, il regarde, tous ceux qui sortent, il les toise comme ça, et puis il regarde, on voit qu'il cherche quelqu'un, et la vraie, il voit de loin. Et les gens, ils se disent, mais c'est quoi ça? On va appeler la police, parce qu'il a vraiment un look, lui. Il dit, attendez. Je pense qu'il me cherche. Il te cherche toi? Oui, à mon avis, je ne sais pas, je l'ai croisé hier, bon, je te raconterai. Il sort, et effectivement, il dit, ah, vous voilà. Et il met la main à sa poche, il sort 4 pounds. Il dit, on n'en a eu que pour 16 pounds, alors je vous rends les 4 pounds. Alors la vraie, il est quand même. Déjà, il y a eu un miracle la veille. Il prend les 4 pounds, il le regarde et il dit, vous savez, de toute ma vie, on m'a jamais appelé quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qu'on croit sur parole. Jamais. Mes parents m'ont dit, t'es un voyou, t'es un truc. J'avais une tendance à la main leste. Et tout de suite, on m'a dit, je suis un voleur, je suis un voleur, je suis un voleur, je suis un voleur. Et la prof, vous m'avez bouleversé. En me disant que tu as l'air de quelqu'un de bien. Jamais on m'avait dit ça. Histoire vraie. C'est-à-dire que quand tu encourages, tu donnes des possibilités. C'est ça qu'il a voulu montrer à Hachem Moshe. Là, je vois il est en train de faire les tagim. C'est rien pour lui, c'est pas fatigant, c'est Hachem, il fait tout. Mais il se montre à Moshe que dans une position où il est concentré sur faire des choses très, très fines. Et qu'est-ce que Moshe
Il aurait dû faire, dit Hachem, encourage-moi, oserais tu m'aides. Et m'aide, ça veut dire tatzliach. En quoi t'as aidé? T'as dit, tu peux m'aider? T'es un gars qui porte comme ça. Tu peux m'aider à porter? J'ai dit, allez, allez, vas-y, que tu y arrives. Et ben, ça marche quand même. C'est pas très sympathique parce il attend que tu l'aides, qu'on porte à deux. Mais c'est ça qu'il attendait, Hachem. Je te demande juste que tu me dises tatzliach, que tu te sentes concerné. Ça, c'est une leçon énorme pour les parents, énorme pour les enseignants, énorme pour les amis entre eux, énorme pour les enfants avec les parents. Les enfants aussi peuvent dire ah, bon, papa, il y a de la patience, je sais que ça a du mal à rentrer. Il nous montre quelque chose. Il manque la notion de comprendre pourquoi on lui a enlevé quelque chose. On lui a enlevé un paiement à l'autre, celui qui a pris que la petite bête. Eh bien, Rav Lopian, il dit parce qu'en fait, la personne, c'est vrai qu'on n'avait pas à lui enlever, que son humiliation, elle est très légère. Il s'en fiche de lui-même, de son kavod, c'est un voleur. Mais il a fait un effort. Et à la moindre petit effort, il mérite récompense. Le moindre petit effort, il mérite récompense. Par contre, il y avait un temps de Rabbi Akiva Eger, temps de Rabbi Akiva Eger, très grand, très très grand maître, Yeshiva, très 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 grand maître. Il y avait il y a une époque où la Torah, hein, maintenant c'est redevenu comme ça. Avant-guerre, c'était pas comme ça. Avant-guerre, la Torah, elle était méprisée. Il n'y a pas de Bachorim. Maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est Bachour, on le regarde comme ça. Un rabbin, on le regarde comme ça. Je ne parle pas de moi, je parle des vrais. Moi, je suis un homme d'affaires. Hein. Je regarde ça, la Torah, elle est haute. Mais avant-guerre, c'était pas comme ça. Avant-guerre, on voit les Bachorim, ils n'arrivaient pas à se marier. Les photos qu'on a des Bachorim, des Yeshivot, qui sont vieux. En 35 ans, ils sont vieux, ils n'arrivent pas à se marier. Et donc, à l'époque de Rabbi Akiva, il y a 1800 à peu près, 1800, on prenait quelqu'un qui était riche pour sa fille, il cherchait le génie de la yeshiva. Et il y a un monsieur très riche pour sa fille, il cherche, il va dans une des meilleures yeshivas qui pouvait exister à ce moment-là. C'est la yeshiva de Rabbi Akiva Eger lui-même, un génie. Il va, il dit voilà, moi je cherche le Rabbi Akiva Eger, il lui dit comment tu veux trouver, tu sais, il y en a un qui est plus vif, l'autre qui est plus comme ci, tu me demandes d'un génie. Il dit non, c'est avec votre permission, Rav, je pose une question. Je pose une question, celui qui sait répondre, je donne ma fille. Alors, il y avait une idée, il dit, ouais, c'est quoi ta question? Et le père, c'était aussi un Talmid Chacham. Il pose une question très, très dure. Très, très dure. Rabbi Akiva Eger, il sait répondre, bien sûr, mais il dit, ouais, ah ouais, ça c'est vrai, c'est pas évident qu'il y en a un qui sache répondre. Mais bon, Chazako Baruch, il lui dit, Shkoyach, très belle question. Si tu veux prendre la parole, il tape sur la bima, il dit au Achorim, écoutez, voilà, le deal est comme suivant, etc. Il pose sa question, il dit je suis là, je suis dans l'auberge, et je vous donne 24 heures, je suis là, tranquillement. Et au bout de 24 heures, il revient, et Achorim, ils essayent de répondre à celui-là, celui-là, là. Et puis finalement, personne ne répond. Bon, alors il remercie Rabbi Akiva Eger, et puis il repart. Et puis, voilà que quand il est en train de partir, il entend eh oh, eh oh, eh oh, au loin comme ça. Alors, il se tourne et il regarde et il voit un bachour qui court après la belle diligence de ce riche. Il dit à son cocher arrêtez-vous.
arrêtez-vous. Attendez le garçon, il a tout fait comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu as trouvé la réponse? Et il dit non, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais je voudrais que vous me la donniez, j'ai vraiment envie de l'entendre. Il lui dit, c'est ça que j'attendais. C'est toi qui poseras ma fille. C'est-à-dire que le résultat, c'est pas ça qui compte. C'est l'effort, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de progresser, c'est l'évolution, comme on a dit précédemment. Et c'est ça le principe. C'est ça le principe de la vie. Donc quand tu regardes, tu tournes autour de ces midotes-là, eh bien, tu as les midotes principales. Les midotes principales pour progresser, les midotes principales pour vivre. On a dit l'évolution, que eux, les shivim, on dit on a mangé, on a bu, on s'arrête, on est rassasié. Deuxième chose, on a dit le sens de la vérité. Donc, tu évolues, mais dans la vérité, pas dans le fantasme shaker. Après, tu as l'encouragement. Parce que, attention, l'encouragement, c'est non seulement avec les autres, mais c'est aussi, et c'est pas si facile que ça, pour certains en tout cas, pour soi-même. Allez, vas-y, tu vas y aller. Je vois beaucoup de gens, tu vois, ah, même dans le Shalom Bayit, même des fois. Donc, ah, c'est 10 ans de mariage, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais vous aimez, c'est cravate, là. Vous aimez, vous êtes 3 enfants, vous êtes divorcés. Venez, venez, on se bat. Allez, venez, on se bat. Je suis avec vous, on va se battre. On avance. Le garçon aussi, il est là, il veut partir de yeshiva. Alors, viens, on trouve une autre yeshiva, viens, on aménage, viens, on réfléchit, viens, on se pose. Il va arrêter ses études. T'es en plein milieu. Je connais quelqu'un, il était. Et pourtant, il voulait partir à yeshiva. 3 ans de dentaire. Il finissait sa troisième année. Et on s'est connu au début de sa troisième année. À la fin de la troisième année, il voulait aller à yeshiva, il gérait tout grave. Je lui dis, mais non. Je dis, quoi? Vous me dites non? Je dis, non, c'est un garçon du 16e. Tu n'es pas habitué à manger de l'herbe avec du pain rassis. Donc, doucement, doucement, doucement. Regarde, tu as un métier, tu finissais sa troisième année, donc il y a donc la quatrième, cinquième, sixième, après ça y est. Je lui dis, écoute, ce que tu vas faire ton diplôme, gentiment. Tout ton temps de libre, par contre, tu viens ici au Beth Midrash. Parce que tu vas aller à Yeshiva. Tout ton temps de libre. Normal. Tu veux aller à Yeshiva 100%. Moi, je ne te propose pas ça. Tu finis tes études et ton temps de libre, tu viens là. Après, on regarde où tu en es, tu auras mûri, tu auras mieux connu, on voit. Et puis finalement, ce garçon, c'est un Talmid Chacham. Il est parti une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais là, il est dentiste. Ça marche bien d'ailleurs. Et il étudie jusqu'à 13 heures. Et après, il va au cabinet. Et je peux vous assurer que c'est un Talmid Chacham. C'est un garçon qui a une tête. Et il étudie. Hein. Voilà. Il serait parti à Yeshiva, il aurait lâché. Et il n'aurait pas repris à dentaire, machin, tout ça. Bien. Et à un moment, il m'avait dit, parce qu'on parlait du découragement, il me dit, mais ça me saoule ces études et tout. Je lui ai dit, mais t'as fait plus de la moitié. Fini. Tu sais pas encore ce que t'es. Tu vas prendre goût, peut-être. Il faut une parnassa, tes trucs, t'es habitué au 16e. C'est pas, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. Après, s'il avait choisi, il repart, mais il avait déjà 25 ans, c'est déjà plus mûr, etc. Et ça, c'est. Donc ici, c'est ça qu'on voit en Bretagne. Il faut regarder l'encouragement, mais même avec soi-même. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Can do it. Mais je peux y arriver. Juste, just do it. Faut s'investir. Faut s'investir. C'est tout. C'est le goût de l'effort. Tu fais un effort, même ce voleur, il a fait un effort, le voleur du truc. Ça, Hachem, il dit, je suis obligé de lui payer ça.
Son effort, je le paye. C'est dur. Il arrive comme ça. C'est dur. Son effort, je le paye. Par contre, tu fais comme les équinimes. C'est 70 équinimes qui sont très hauts. Et tu dis, ça y est, je suis repu. J'ai mangé, j'ai bu. Ça y est. Je n'avance plus. Je vais dire, ah, alors t'es game over. Ah, je parle beaucoup d'anglais. Hein. Game over. On s'arrête. Terminé. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez décidé. Tu veux plus progresser. C'est dur. La vérité. Le sens de la vérité, Ramontaï. Rappelez-vous, les jeunes et les moins jeunes. Quand on se plante, c'est humain. Par contre, ne plus répondre au téléphone, cacher, truquer, mettre la faute sur l'autre, ça, c'est pas bien. Tu réponds, tu dis, monsieur Sarfati, je me suis planté. C'est de ma faute, j'ai mal passé la commande. Donc, au lieu d'avoir des blousons en cuir, vous avez des vestes en lin. C'est de ma faute, on va assumer, on va regarder si vous pouvez les vendre, pas les vendre. On va assumer. Mais pas tu pars dans la nature. Téléphone, ça répond plus, tu l'as mis sur persona non grata, etc., etc. Il faut assumer dans la vie. La vérité. L'erreur est humaine. Errare humanum est. C'est du latin. La vérité. Donc, on a vu tout ça. Ces points-là, quand tu les regardes, c'est la base. Évoluer de façon vraie, avec les encouragements positifs et l'effort. Tu regardes ça, hein, tu as tout. Tu vas me dire, le chesed, il est où? Je dis, les encouragements, c'est du chesed. Un pauvre, il vient te voir, tu n'as pas d'argent. C'est le dimanche. Dimanche, des fois, on est avec les habits de Shabbat. Donc, tu n'as pas d'argent, t'as rien. Moi, je m'attends. Mais rien ne t'empêche de lui dire, je suis désolé, peut-être demain, si vous revenez, ça, tu fais un sourire. Tu fais un sourire. Tu accueilles la personne dans la choule. Quelqu'un vient, il est là, il cherche, il est un peu timide. Tu l'accueilles, tu as encouragement. Ça, c'est du chesed. Chesed, c'est pas seulement de sortir de l'argent de ta poche. Chesed, c'est un sourire. Rien qu'un sourire à ton copain. Ton copain, tu vois, tu sais que ça va pas, puisque tu vois qu'il a des cernes. Il a l'air crevé, il a fait un peu la tête comme ça. Il arrive, il te dit, bon, tu vois un petit peu du bout des lèvres. Tu dis, mais. Alors, toi, tu lui fais un grand sourire. Ça va, c'est du chesed, ça. Donc, dans l'encouragement, il y a le chesed. Donc, en fait, tu as tout. Puisque tu as tout, et ben dans la Haftara, il y a quoi? Kohamar Hashem. Ainsi, il a parlé à Hashem. Imlo briti, yomam balayla, si c'est pas mon alliance, yomam balayla, jour et nuit, chukot, shamayim vaaretz lo samti. Les lois de la terre et du ciel, c'est-à-dire la nature et le monde, il n'existe plus. Donc, c'est basé sur ça. Qu'Hachem fasse qu'on comprenne que lorsque on fait des efforts, lorsqu'on encourage, qu'on s'encourage, lorsqu'on est dans la vérité, et lorsqu'on ne se rassasie pas, qu'on veut évoluer, eh bien là, tu vas te rapprocher d'Hachem, à la Torah, à la Kedusha, pour le plus grand plaisir du Créateur, auquel la moindre des choses, c'est, puisqu'on est en vie, puisque nos mains, elles bougent, puisque nos yeux, ils voient, nos oreilles, ils entendent, c'est pas donné à tout le monde. Alors, on a une Akarat Tov, une reconnaissance du Ribono Shel Olam, de faire sa volonté. Shabbat Shalom.